La clé a tourné dans la serrure, mais quelque chose n'allait pas. J'ai poussé la porte d'entrée de la maison que j'avais considérée comme mon foyer pendant 26 ans, épuisé par une nouvelle journée de 16 heures. Mes pieds me faisaient mal, après avoir servi des tables toute la soirée, suite à ma journée complète à l'entreprise de fourniture médicale. Mais je l'avais fait. Le chèque de banque de 9 000 $ pour le dernier semestre d'Ashley avait été traité. Ma petite sœur allait obtenir son diplôme d'infirmière, sans dette. En descendant le couloir, je me suis figé. La porte de ma chambre était grande ouverte, révélant des murs nus et un sol vide. Tout avait disparu. Mon lit, ma commode, mon bureau, mes vêtements, même les rideaux, juste un espace vacant, là où se trouvait ma vie auparavant. Ma mère est apparue dans l'embrasure de la porte, un verre de vin à la main, son visage aussi froid que le granit en hiver. Ton travail est terminé. Sors. Le cristal s'est brisé à mes pieds, avant même que je puisse parler. 3 ans plus tôt, j'étais une personne différente. Marisa Coleman, étudiante en pré-médecine à Northwestern, bourse d'études complète, rêvant de devenir chirurgienne pédiatrique. La vie s'était magnifiquement dessinée, jusqu'à cet après-midi d'octobre où tout a basculé. Ton père a perdu son emploi, a annoncé ma mère, Caroline, pendant le dîner. Elle était assise en bout de table, les mains croisées, parlant avec le contrôle mesuré de quelqu'un qui annonce un diagnostic fatal. L'entreprise a supprimé tout son service. 20 ans de service ne signifie plus rien. Ashley, qui n'avait que 18 ans à l'époque, avait des larmes qui coulaient sur son visage. Elle avait été acceptée dans le programme de soins infirmiers du Riverside College, une école privée avec une excellente réputation et des frais de scolarité de 40 000 $ par an. Je suppose que je vais devoir aller au Community College à la place, a-t-elle murmuré. Non, me suis-je entendu dire. Tu n'iras pas. Je prendrai une année sabbatique, je travaillerai, et j'aiderai jusqu'à ce que papa trouve quelque chose de nouveau. Les yeux de ma mère ont brillé d'une lueur que je n'ai pas reconnue à l'époque. Du soulagement, du calcul. C'est très généreux, Marisa. La famille s'entraide. Northwestern a maintenu ma bourse pendant 1 an. 1 an pour traverser cette tempête et retourner à mon avenir soigneusement planifié. J'ai trouvé un travail chez Med Supply Direct, une entreprise d'équipement médical où mon bagage en pré-médecine s'est avéré utile. Le salaire était correct, et il proposait des heures supplémentaires. J'ai ajouté des services de serveuse chez Rosario S, un restaurant italien haut de gamme du centre-ville. Les premiers mois semblaient gérables. Je contribuais à hauteur de 2 000 $ par mois aux dépenses du ménage, pendant que papa envoyait des CV et passait des entretiens. Il semblait abattu, passant des heures dans son bureau, n'en sortant que pour les repas. Ashley s'est plongée dans ses études, reconnaissante et coupable à parts égales. Juste les courses ce mois-ci, disait maman, en me montrant des listes soigneusement détaillées. Puis, ce sont devenues les courses et les factures. Ensuite, l'hypothèque est apparue sur mon radar. Juste jusqu'à ce que ton père se remette sur pied, m'a-t-elle assuré. Mais le silence de papa s'est alourdi. Il a cessé de se joindre à nous pour les dîners, prétextant qu'il n'avait pas faim. Quand j'essayais de lui parler, maman m'interceptait. Ne lui mets pas la pression, Marisa. Les hommes gèrent le chômage différemment. Il a besoin d'espace. La 2e année, je couvrais tout. Mes rêves de Northwestern s'estompaient, à mesure que le report de ma bourse expirait. Peut-être que tu n'étais pas faite pour les études de médecine, a suggéré maman un soir, alors que je rentrais en titubant après minuit. Tu te débrouilles si bien dans le monde réel. Ashley a le contact plus doux, nécessaire pour être infirmière. Le commentaire m'a piqué, mais l'épuisement en a émoussé le tranchant. Je faisais des semaines de 70 heures entre mes 2 emplois. Sarah, ma meilleure amie depuis le collège, a tenté d'intervenir. Ce n'est pas normal, Marisa. Les parents ne vident pas leurs enfants comme ça. C'est temporaire, ai-je insisté. Ashley obtient son diplôme dans 2 ans. Ensuite, je verrai pour la suite. Les demandes de maman se sont transformées en exigences. Elle avait besoin d'argent pour les manuels d'Ashley, ses blouses, ses frais de stage, son matériel de laboratoire. Chaque semestre apportait de nouvelles dépenses. L'école d'infirmière est si coûteuse, soupirait-elle en produisant des factures détaillées. Mais les notes d'Ashley sont parfaites. Nous ne pouvons pas laisser l'argent faire dérailler son avenir. J'ai commencé à remarquer des choses étranges. Des colis qui arrivaient et que maman subtilisait rapidement.
de nouveaux vêtements dans son placard, alors qu'elle se plaignait de notre budget serré. Ashley arborant des sacs de créateurs, qu'elle prétendait être des cadeaux d'amis de son groupe d'études. Quand je remettais quoi que ce soit en question, la réponse de maman était rapide et cinglante. Après tout ce que nous avons sacrifié pour vous, les filles et les écoles privées, les opportunités, c'est comme ça que tu nous remercies? La culpabilité fonctionnait à chaque fois. J'avais été la fille privilégiée avec la bourse complète, tandis qu'Ashley luttait avec des troubles d'apprentissage tout au long de sa scolarité. Si les rôles avaient été inversés, ne m'aiderait-elle pas? La 3e année a apporté le fardeau le plus lourd. La dernière année d'Ashley nécessite le paiement intégral des frais de scolarité à l'avance, a annoncé maman. 36 000 $. J'ai réussi à rassembler 27 000 $ de diverses sources. Il nous manque 9 000 $ de plus d'ici la semaine prochaine, où elle perd sa place. J'ai regardé mon solde bancaire. 3 années d'épargne brutale, à vivre de nouilles instantanées et de café, à porter les 5 mêmes tenues au travail, avait permis d'accumuler 11 000 $. Mon fonds d'évasion. Mon fonds, peut-être que je peux encore faire quelque chose. Je trouverai une solution, ai-je dit. MedSupply Direct offrait une prime pour suivre une formation de gestion de district, 3 semaines de journée de 18 heures à apprendre les systèmes, à mettre en œuvre de nouvelles procédures. Combiné à des services doubles chez Rosario S, je pouvais y arriver. Mon corps criait au repos, mais l'avenir d'Ashley était en jeu. Le matin où j'ai fait le paiement, le caissier de la banque m'a demandé 2 fois si j'étais sûr. Chèque de banque de 9 000 $ pour le Riverside College, pour ma sœur, ai-je expliqué, bien qu'il n'ait rien demandé. En rentrant chez moi ce soir-là, je me sentais plus légère malgré mon épuisement. Ashley obtiendrait son diplôme. Mon sacrifice avait un sens. La maison semblait calme quand je suis entré, mais la voiture de maman était dans l'allée. C'est là que j'ai trouvé ma chambre vide. Debout dans cet espace désert, des éclats de verre scintillant à mes pieds, autre chose a attiré mon attention. Un contrat de location par terre, partiellement caché sous l'endroit où se trouvait mon lit. Derek Thompson, locataire. 1200 $ par mois. Daté d'il y a 6 semaines. 6 semaines. Pendant que je me tuais à la tâche pour effectuer ce dernier paiement de frais de scolarité, ma mère avait déjà loué ma chambre. La prise de conscience m'a frappé comme de l'eau glacée. Ce n'était pas du désespoir. C'était délibéré, planifié, exécuté pendant que je m'épuisais au travail pour une sœur qui n'avait même pas appelé pour me remercier du paiement. Mon téléphone a vibré. Ashley. Pas avec de la gratitude, mais une seule ligne, maman dit que tu fais encore ta dramatique. Arrête de tout ramener à toi. Le verre a craqué sous mes pieds alors que je reculais de ce qui était autrefois ma chambre. 26 ans, réduit à cet instant. Chaque sacrifice, chaque rêve abandonné, chaque journée de 16 heures, menait à se retrouver sans abri dans la maison que j'avais financée pendant 3 ans. Ma mère observait depuis l'embrasure de la cuisine, sirotant un nouveau verre de vin. Tes affaires sont dans le box de stockage 47, sur Birch Street, a-t-elle dit d'un ton neutre. Payé jusqu'à la fin du mois. Après ça, c'est ton problème. Aucune explication, aucune justification, juste une cruauté désinvolte, livrée sur le même ton qu'elle utilisait pour les listes de courses. J'ai attrapé mes clés de voiture et mon sac à main, les seules possessions qui me restaient, et je me suis dirigé vers la porte. Oh, Marisa, a-t-elle appelé. Les serrures seront changées d'ici demain matin. Ne te donne pas la peine de revenir. J'étais assise dans ma Honda Civic de 10 ans, moteur en marche, fixant la maison. Des lumières chaudes brillaient à chaque fenêtre, sauf celle qui était autrefois la mienne. Déjà, la silhouette de Derek Thompson bougeait derrière de nouveaux rideaux. Depuis combien de temps avait-elle planifié cela? Combien de mensonges avais-je avalé pendant qu'elle orchestrait mon éviction? Mon téléphone a sonné. Le numéro de papa. Après 3 ans de silence, mon père appelait. J'ai laissé la messagerie vocale se déclencher, pas prête pour la nouvelle douleur que ces mots allaient m'infliger. Pour l'instant, je devais trouver un endroit où dormir, et comprendre comment une employée de fourniture médicale avec 11 $ sur son compte courant et 0 en épargne allait survivre à la nuit. L'immeuble de Sarah se dressait devant moi, 15 étages de logement modeste où ma meilleure amie partageait un 2 pièces avec 2 colocataires. La fierté m'a retenu sur le parking, moteur éteint, à regarder les résidents aller et venir. Mon téléphone affichait 17 appels manqués de papa, 3 d'Ashley, aucun de la femme qui m'avait mis au monde.
Le froid d'octobre s'infiltrait par les fenêtres de ma voiture. Toutes mes possessions se trouvaient soi-disant dans le box de stockage 47, mais l'épuisement et le choc paralysaient ma capacité à y conduire. À la place, j'ai ouvert mon application bancaire, espérant une erreur mathématique qui révélerait des fonds cachés. 11,37 $. 3 ans de semaine de 70 heures, réduit à de l'argent de poche. Papa a rappelé. Cette fois, le désespoir a vaincu ma réticence. Marisa, Dieu merci. Sa voix s'est brisée à travers le haut-parleur. J'essaie de te joindre depuis des heures. Où es-tu? Assise dans ma voiture devant l'immeuble de Sarah, depuis que maman m'a mise à la porte. Les mots avaient un goût amer. Apparemment, ma chambre est louée depuis 6 semaines, pendant qu'elle encaissait mes salaires. Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai vérifié si la communication avait été coupée. Puis il a parlé, les mots se bousculant, rapides et bruts. Elle t'a dit que j'avais perdu mon emploi. Il y a 3 ans, en octobre. L'entreprise a supprimé tout ton service après 20 ans. J'ai récité l'histoire familière qui justifiait chaque sacrifice. Marisa, ma chérie, il faut que tu m'écoutes attentivement. Je n'ai jamais perdu mon emploi. Je suis assis dans mon appartement en ce moment même. J'enseigne au lycée Jefferson depuis 27 ans. Je n'ai jamais manqué un jour, jusqu'à ce que ta mère obtienne cette ordonnance restrictive. Le parking a basculé. Quelle ordonnance restrictive? Elle a prétendu que j'étais violent. Elle a fabriqué des preuves, a coaché Ashley pour qu'elle soutienne ses mensonges. Le juge l'a accordé sur la base de faux témoignages. On m'a légalement interdit de vous contacter, les filles, pendant 2 ans. La seule raison pour laquelle j'appelle maintenant, c'est qu'elle a expiré hier, et elle a oublié de la renouveler. Ma poitrine s'est serrée. Tu mens. Tu vivais dans le bureau. Je t'ai vu, déprimé, abattu. Quand? Réfléchis, ma petite. Quand m'as-tu vraiment vu? La mémoire s'est fracturée et reformée. Ces aperçus de lui dans le bureau, toujours depuis l'embrasure de la porte, jamais d'interaction directe. Maman interceptant chaque tentative de conversation. Son absence au dîner, expliquée. La silhouette que je prenais pour mon père au chômage. Qui était-ce? Elle a engagé quelqu'un, a poursuivi papa. Un de ses amis acteurs, nommé Paul. Elle l'a payé pour jouer mon rôle, quand tu étais là. J'ai des photos de mon détective privé. Le vrai moi était à l'autre bout de la ville, envoyant chaque centime que je pouvais par des intermédiaires, essayant de maintenir un lien avec mes filles. C'est de la folie. Maman ne ferait pas. Ashley t'a vu aussi. Ashley connaît la vérité. Depuis plus d'1 an. Ta mère a acheté son silence avec des promesses d'une éducation gratuite et d'un héritage garanti. Je suis désolé, bébé. Je suis tellement désolé de ne pas avoir pu te protéger. Mon téléphone a vibré. La mère de Sarah, Janet, m'envoyait un texto d'un numéro inconnu. Marisa, ma chérie, Sarah m'a dit que tu es sur le parking. Monte tout de suite. J'ai des informations du palais de justice que tu dois voir. Le trajet en ascenseur jusqu'au 7e étage semblait interminable. Sarah attendait dans le couloir, encore dans son uniforme de barista du café. Sa mère se tenait à ses côtés, tenant un dossier manille. Maman travaille aux archives du tribunal de la famille, a expliqué Sarah en me faisant entrer. Quand je lui ai raconté ce qui s'est passé, elle a sorti quelques dossiers. L'expression de Janet avait la neutralité prudente de quelqu'un qui a vu trop de cruauté humaine dans des documents juridiques. Le divorce de tes parents a été finalisé il y a 18 mois. Ta mère a obtenu la maison, 70% des biens, et 3 500 $ de pension alimentaire par mois. 3 500 $. Le chiffre m'a coupé le souffle. Elle a perçu 3 500 $ par mois, tout en prenant tout mon salaire? Plus la pension alimentaire pour Ashley jusqu'à ses 21 ans, a ajouté Janet. 1 500 $ de plus par mois. Ton père a payé 5 000 $ au total chaque mois, tout en vivant dans un studio et en donnant des cours d'été pour joindre les deux bouts. Sarah a versé du thé avec des mains tremblantes. Il y a plus, Mars. Maman a trouvé autre chose. Janet a sorti un autre document, l'ordonnance restrictive que ton père a mentionnée. Ta mère a prétendu avoir subi des violences physiques, de la torture psychologique, des menaces de mort. Elle a produit des photos de Bleu, des dossiers médicaux, même la déclaration d'un thérapeute,
tout était fabriqué. Le thérapeute a perdu sa licence l'année dernière pour avoir rédigé de faux rapports contre-paiement. Ta mère était l'une des 12 clientes qui l'ont payé pour obtenir des documents dans des batailles pour la garde d'enfants. Mon téléphone a sonné. Ashley. Contre toute attente, j'ai répondu. Mon Dieu, tu es si égoïste, a-t-elle lancé immédiatement. Un tout petit sacrifice, et tu abandonnes toute la famille après tout ce que maman a fait pour nous. Elle est en larmes, Marisa, en larmes que sa fille aînée préfère dormir dans une voiture plutôt que de s'excuser pour son caprice. H, je viens d'apprendre pour le divorce, la pension alimentaire. Papa n'a jamais perdu son emploi. Et alors? Maman méritait cet argent après ce qu'il lui a fait subir. 25 ans de mariage avec cet homme, et elle a mérité chaque centime. Sa voix avait exactement l'intonation de maman, répétant des mots qu'on lui avait soufflés. D'ailleurs, tu nous le devais. Tu as eu la bourse, les opportunités, le favoritisme. Maman a juste équilibré la balance. J'ai abandonné mes études de médecine pour toi. Personne ne te l'a demandé. Tu as choisi de jouer la martyre. Maman l'a bien vu, a vu à quel point tu avais besoin d'être l'héroïne. Elle t'a donné ce que tu voulais, une chance de te sacrifier pour ta précieuse petite sœur. Le venin coulait à travers le téléphone. Sauf que maintenant, quand les choses deviennent sérieuses, tu cours pleurer chez Sarah, comme toujours. Ashley, elle nous a menti à toutes les deux. Papa essaie de te joindre aussi, pour t'expliquer. Papa est un vaurien qui nous a abandonnés. Je me fiche des tours de passe-passe juridiques qu'il sort maintenant. Il a choisi sa liberté plutôt que sa famille. Maman est restée. Maman s'est battue. Maman s'est assurée que je puisse finir mes études sans me noyer dans les dettes, comme tu l'aurais laissé faire. Je viens de payer 9 000 $ pour tes frais de scolarité. Silence, puis un léger rire. Quels frais de scolarité? J'ai eu mon diplôme en mai dernier. J'ai défilé sur la scène, obtenu mon diplôme, posté des photos partout sur Instagram. Mais tu ne le saurais pas, puisque tu es trop occupé à jouer la sainte martyre pour prêter attention à ma vie. Le téléphone a glissé de mes doigts engourdis. Sarah l'a rattrapé pendant que Janet m'étudiait. En mai dernier? Il y a 5 mois? Le paiement de 36 000 $ pour la dernière année, pour un diplôme déjà obtenu? Le message vocal de papa a résonné à travers le haut-parleur de Sarah. Marisa, je suis en route pour l'immeuble de Sarah. Ta mère a signalé ta disparition, prétendant que tu es mentalement instable et un danger pour toi-même. La police pourrait venir te chercher. Ne va nulle part seul. J'amène mon avocat. Dehors, les sirènes se sont rapprochées. 2 voitures de patrouille sont entrées sur le parking, gyrophares allumés. Depuis la fenêtre du 7e étage, j'ai vu des officiers entrer dans le bâtiment. Ma mère avait tiré sa dernière cartouche, essayant de me faire interner de force pour m'empêcher de découvrir la vérité. Janet m'a serré l'épaule. Nous avons 3 témoins de ton état mental en ce moment. Tu es en sécurité ici. Laisse-la essayer d'expliquer à la police pourquoi elle a menti sur une personne disparue. Ma vie s'était brisée en l'espace de 4 heures. Chaque vérité sur laquelle je m'étais construite gisait en fragments. Mais au milieu des décombres, quelque chose d'autre a émergé. Papa arrivait. La famille de Sarah m'entourait de sa protection. Et quelque part en ville, ma mère se débattait pour couvrir des traces qu'elle pensait parfaitement cachées. L'interphone de l'appartement a sonné. Police, pour une vérification de bien-être concernant Marisa Coleman. Sarah m'a regardé. C'est ton choix. On peut les renvoyer, ou tu peux leur parler. Leur dire ce que ta mère a vraiment fait. J'ai pensé aux 3 années volées, aux rêves abandonnés, à l'amour transformé en arme de contrôle, à mon père exilé par des mensonges, à Ashley transformée en une étrangère, et aux 9 000 $ payés pour un diplôme déjà obtenu. Faites-les monter, ai-je dit. Il est temps que les gens entendent la vérité. Les officiers qui se sont présentés étaient professionnels, aimables, et clairement habitués aux drames domestiques. Ils ont trouvé une femme de 26 ans, employée, articulée, et entourée d'amis inquiets, détenant des documents prouvant un abus financier, et non la fille instable qu'une mère manipulatrice avait décrite. Madame, a dit l'officier plus âgé après avoir examiné les preuves du palais de justice de Janet, souhaitez-vous porter plainte? L'exploitation financière, même par des membres de la famille, est un crime. Derrière lui, mon père est apparu dans l'embrasure de la porte.
53 ans, mais en paraissant 70, usé par les batailles juridiques et la séparation forcée. Ses yeux contenaient 3 ans d'excuses. Oui, ai-je dit en traversant la pièce pour étreindre le père que je pensais m'avoir abandonné. J'aimerais porter plainte. La nuit réservait d'autres révélations, mais pour l'instant, la vérité commençait son lent travail de reconstruction de ce que les mensonges avaient démoli. Le matin est arrivé avec une lumière crue et un mal de tête incessant. Le canapé de Sarah avait fourni un abri, mais peu de sommeil. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais ma chambre vide, j'entendais le cristal se briser, je sentais le poids de 3 années volées. Mon père était resté jusqu'à minuit, fournissant aux officiers des documents sur la fraude de maman, avant que son avocat ne nous conseille de nous retrouver le matin. Le garde-meuble fermait à midi. Je devais récupérer ce qui restait de mes biens, avant que maman n'arrête également ce paiement. Sarah a insisté pour conduire, notant sagement que mes mains n'avaient pas cessé de trembler depuis la veille. Mars, il y a une femme qui n'arrête pas d'appeler le café pour te demander, a mentionné Sarah alors que nous naviguions dans le trafic du samedi. Elle dit qu'elle est avocate. Eleanor ou quelque chose comme ça. Je lui ai dit que tu ne travaillais pas là, mais elle semblait assez désespérée de te trouver. Une avocate? Mon estomac s'est noué. Quel nouveau harcèlement juridique maman avait-elle initié maintenant? A-t-elle dit ce qu'elle voulait? Quelque chose à propos d'une affaire de succession. Elle essaie de te retrouver depuis 2 ans. Apparemment, elle a laissé sa carte à chaque fois. 2 ans. Avant que tout ne s'effondre. J'ai emprunté le téléphone de Sarah pour vérifier mes emails, les ayant ignorés pendant des mois, en dehors des nécessités professionnelles. Enfouis entre le spam et les vieilles mises à jour de Northwestern, se trouvaient des dizaines de messages d'Eleanor Hartley, avocate. Les sujets passaient de professionnel à urgent, succession de Margaret Coleman, affaire d'héritage urgente, dernier avis avant distribution caritative. Margaret Coleman. La mère de mon père. Grand-mère Maggie, qui sentait la lavande et m'a appris le piano avant que le cancer ne l'emporte, pendant ma dernière année de lycée. Le souvenir était douloureux. Maman avait insisté pour un cercueil fermé, un service minimal, et aucune réunion après. Maman s'est occupée de tous les arrangements. C'est là que les complications ont commencé. Votre grand-mère a laissé un testament très spécifique. Elle a créé une fiducie uniquement à votre nom, pas celui de votre sœur, avec des conditions particulières. Votre mère a fait preuve de créativité pour empêcher son exécution. Mes jambes ont fléchi. Je me suis assise sur une boîte poussiéreuse marquée « Enfance de Marisa ». Quel genre de fiducie? 200 000 $ d'actifs liquides, plus une propriété locative à Portland générant 2 000 $ de revenus mensuels. Cependant, vous devez le réclamer avant votre 27e anniversaire, sinon il est transféré à diverses œuvres de charité. Vous aurez 27 ans dans 6 mois. La date avait perdu son sens dans le flou de la survie. Votre mère le savait. Elle a intercepté mes lettres, fait suivre le courrier, et a même engagé quelqu'un pour se faire passer pour vous à plusieurs réunions. J'ai des images de sécurité d'une jeune femme prétendant être vous, tentant d'accéder au fonds. Elle avait une fausse pièce d'identité remarquablement convaincante. Pourquoi grand-mère ne m'aurait-elle laissé de l'argent qu'à moi? La pause d'Eleanor suggérait un choix de mots prudent. Votre grand-mère a modifié son testament 3 mois avant de décéder. Elle a découvert des schémas financiers préoccupants concernant votre mère et voulait protéger au moins une petite fille. La lettre qu'elle vous a laissée en explique plus, mais je dois vérifier votre identité en personne avant de la remettre. Nous avons convenu de nous rencontrer le lundi matin. Sarah a conduit pendant que je digérais cette nouvelle information. 200 000 $. Assez pour retourner à l'école, recommencer, construire la vie que j'avais abandonnée. Maman le savait, tout en exigeant que je sacrifie mon avenir pour les frais de scolarité d'Ashley. De retour à l'appartement de Sarah, j'ai commencé à ouvrir les boîtes du garde-meuble. La première contenait des photos d'enfance que maman avait étonnamment gardées, moi à des récitals de piano, à des foires scientifiques, à des cérémonies de tableaux d'honneur. Ashley y figurait rarement, et quand c'était le cas, son expression trahissait du ressentiment. Comment avais-je pu manquer la jalousie qui couvait, même à l'époque? La deuxième boîte m'a coupé le souffle. Des documents fiscaux, méticuleusement classés. Pas les miens, mais des déclarations que maman avait remplies en me déclarant comme personne à charge, tout en percevant mes revenus. Des formulaires montrant des dons de charité en mon nom que je n'avais jamais fait. Des demandes de cartes de crédit que je n'avais jamais demandées.
Mon numéro de sécurité sociale, utilisé comme une arme sur des dizaines de documents. Mars, a appelé Sarah depuis la cuisine. Tu dois voir les infos. La chaîne locale présentait un journaliste au visage sombre, devant l'église communautaire de Riverside. Caroline Coleman, membre de longue date, a été reconnue comme la mère de l'année pour son dévouement à élever seule 2 filles, tout en luttant contre des difficultés financières. Le prix s'accompagne d'une subvention de $10 000 pour la formation continue. Maman se tenait à un pupitre, des larmes parfaitement placées, acceptant un chèque surdimensionné. J'ai tout sacrifié pour mes filles, a-t-elle déclaré à la congrégation. Quand leur père nous a abandonnés, nous laissant sans ressources, j'ai promis à Dieu que je les verrais toutes les deux terminer leurs études, quel qu'en soit le coût. La caméra a fait un panoramique sur Ashley, au premier rang, s'épongeant les yeux secs. Derrière elle, plusieurs membres âgés de l'église essuyaient de vraies larmes, se souvenant probablement de leur propre don à la famille en difficulté. La cérémonie se conclura demain par un service de témoignage spécial, où Madame Coleman partagera son parcours de foi à travers l'adversité, a conclu le journaliste. Mon téléphone a sonné. Papa, tu as vu? Sa voix tremblait de rage. Elle accepte la charité tout en profitant de ma pension alimentaire et de tes revenus. Ces gens n'ont aucune idée. Ils le sauront demain. La décision s'est cristallisée instantanément. À quelle heure est le service? Le lundi matin est arrivé, avec le bureau d'Eleanor Hartley fournissant des réponses à des questions que je ne savais même pas poser. L'avocate, la soixantaine, avec des yeux vifs derrière des lunettes de marque, a étalé des documents sur la table de conférence. Votre grand-mère était une femme perspicace, a-t-elle commencé. Elle a engagé un détective privé durant sa dernière année de vie. Ce qu'il a découvert l'a grandement perturbé. Le rapport du détective se lisait comme un roman policier. Caroline Coleman avait systématiquement vidé les comptes de sa belle-mère par la manipulation émotionnelle et des chèques falsifiés. Seul le diagnostic de grand-mère a empêché le dépôt de plainte. Elle voulait vous protéger, a poursuivi Eleanor. La fiducie comprend un langage spécifique, empêchant votre mère de tout accès au contrôle. Elle a également laissé ceci. L'enveloppe scellée semblait plus lourde que du papier. L'écriture de grand-mère éplait mon nom avec le même soin qu'elle avait montré en m'apprenant le dos central. À l'intérieur, ces derniers mots, ma très chère Marisa, à présent, ta mère a probablement montré sa vraie nature. Je suis désolé de ne pas avoir pu te protéger plus tôt, mais la honte et l'espoir d'un changement m'ont retenu. Tu as le bon cœur de ton père, ce qui te rend vulnérable à ceux qui voient la gentillesse comme une faiblesse. L'argent n'est pas un héritage, c'est une armure. Utilise-le pour construire une vie où l'amour n'est pas conditionné au sacrifice. Ne la laisse pas voler ta lumière, comme elle a essayé de voler la mienne. Avec tout mon amour, grand-mère Maggie il y a plus, a dit doucement Eleanor. La propriété de Portland a été gérée professionnellement, et les revenus locatifs ont été mis de côté. 26 mois de loyer sont en main tierce. De plus, votre grand-mère a créé un fonds d'éducation spécifiquement pour les études de médecine, accessible une fois que vous vous réinscrirez. Combien ma mère a-t-elle essayé de voler? Eleanor a sorti un dossier de 5 cm d'épaisseur. 17 tentatives d'usurpation d'identité, des signatures falsifiées sur 8 documents, 3 demandes frauduleuses de procuration, 2 tentatives de vous faire déclarer mentalement incompétente. Elle a engagé 4 avocats différents, qui se sont retirés une fois qu'ils ont compris la nature blindée de la fiducie. Pouvons-nous porter plainte? Absolument. Fraude, faux et usage de faux, vol d'identité pour commencer. Les images de sécurité, à elles seules, garantiraient des condamnations. Eleanor s'est penchée en avant. Mais je dois vous avertir. La propriété locative à Portland. Votre mère a appelé la société de gestion en se faisant passer pour vous, essayant d'expulser les locataires et de vendre. Elle leur a dit que vous étiez morte. La pièce a légèrement tourné. Ma propre mère m'avait déclarée morte pour de l'argent. Nous avons protégé la propriété, mais elle intensifie ses actions. La semaine dernière, elle a essayé d'engager quelqu'un pour contester le testament, en invoquant une influence indue. Votre grand-mère avait anticipé cela. Elle a subi 3 évaluations psychiatriques confirmant sa compétence mentale et a filmé la signature avec 7 témoins. J'ai pensé à maman acceptant ce prix de la mère de l'année, jouant le deuil et le sacrifice tout en complotant pour voler ses filles. Ashley, obtenant son diplôme en secret pendant que je payais des frais de scolarité fantômes. Papa, exilé par des mensonges,
payant une pension pour des enfants qu'il ne pouvait pas voir. Mettez en place le transfert de la fiducie, ai-je décidé. Chaque centime qu'elle ne peut pas toucher est une victoire. Eleanor a souri, déjà préparée. Signez ici, et 200 000 $ seront hors de sa portée pour toujours. La propriété de Portland est transférée immédiatement. Les arriérés de loyer seront disponibles dans les 3 jours ouvrables. Ma signature n'avait jamais semblé aussi puissante. Avec chaque document signé, des chaînes se brisaient. Maman pouvait jouer la victime demain à l'église, mais son public était sur le point d'apprendre la vérité sur leur mère de l'année. Une dernière chose, a ajouté Eleanor. Votre grand-mère a laissé un coffre-fort. Elle a spécifié que vous ne devriez l'ouvrir que lorsque vous seriez prête à rompre complètement avec votre mère. La clé est dans mon coffre depuis 2 ans. Elle m'a tendu une petite clé en laiton. Quoique grand-mère ait caché, cela attendait le bon moment. Demain, quand maman se tiendrait devant sa congrégation, racontant des mensonges, semblait être le moment parfait. Merci, ai-je dit à Eleanor, de ne pas avoir abandonné, de m'avoir trouvé. Votre grand-mère m'a fait promettre. Elle a dit que vous en auriez besoin, quand les masques tomberaient enfin. On dirait qu'elle avait raison. En quittant le bureau, tenant des documents qui prouvaient ma valeur au-delà des calculs de maman, j'ai senti la présence de grand-mère Maggie. Elle avait su ce que j'avais refusé de voir, l'amour ne devrait pas tout coûter. La famille ne devrait pas exiger la faillite de l'esprit. Demain, Caroline Coleman donnerait son témoignage sur la foi à travers l'adversité. Elle aurait un public, simplement pas celui qu'elle attendait. Le mardi matin s'est levé, frais et clair, le genre de journée d'octobre qui fait la renommée de Portland. Je me tenais devant le prétendu lieu de travail d'Ashley, le Serenity Spa and Wellness Center, tenant un dossier manie de questions qui nécessitaient des réponses. D'après son profil LinkedIn, elle y travaillait à temps partiel tout en terminant ses études d'infirmière. En réalité, elle avait obtenu son diplôme il y a 5 mois. À travers les portes vitrées, j'ai vu ma sœur, allongée dans un fauteuil de massage, des tranches de concombre sur les yeux, pendant qu'une technicienne s'occupait de sa manucure. La même sœur pour laquelle j'avais sacrifié mes études de médecine. Elle portait un peignoir en soie que je reconnaissais du placard de maman, et des bijoux qui coûtaient plus cher que mon loyer mensuel. La réceptionniste, une jeune femme aux dents parfaites et aux yeux incertains, a levé les yeux à mon entrée. Bienvenue à Serenity. Avez-vous un rendez-vous? Je suis ici pour voir Ashley Coleman. Elle travaille ici. La confusion a traversé son visage. Ashley? Elle est l'une de nos membres platine. Depuis environ 1 an. Vous vendez quelque chose? Membre platine. Je l'ai dépassé pour me diriger vers le salon de relaxation, où Ashley n'avait pas remarqué mon arrivée. Sa voix résonnait dans l'espace, discutant avec une autre cliente de leur prochain voyage à Cabo. Marcus m'a surprise avec des billets en première classe. Il est si attentionné. Ashley. Elle s'est redressée brusquement, les tranches de concombre tombant, révélant des yeux qui se sont écarquillés, puis plissés, en une rapide succession. Marisa? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est un club privé. Nous devons parler. Maintenant. Je suis en plein milieu d'un soin. Prends rendez-vous comme tout le monde. Elle s'est rassise, me congédiant avec le ton exact de maman. Savais-tu que je payais tes frais de scolarité pour un diplôme que tu avais déjà obtenu? Le spa tout entier est tombé dans le silence. D'autres clientes faisaient semblant de ne pas regarder, tandis que le personnel planait, incertain. Le visage d'Ashley a traversé plusieurs expressions, avant de se fixer sur une colère défensive. On ne peut pas faire ça ici? Tu te mets dans l'embarras. Comme tu m'as mise dans l'embarras, en encaissant ces chèques de frais de scolarité pour un diplôme déjà obtenu? Elle s'est levée, resserrant son peignoir. D'accord. 5 minutes. Marco, a-t-elle appelé un masseur, suspend mon rendez-vous. Drame familial. Elle m'a conduite dans une salle de consultation, tout en lumière douce et en diffuseur d'huiles essentielles. Le contraste avec mes années de lumière fluorescente de bureau et de cuisine de restaurant m'a frappé durement. Elle avait vécu cette vie pendant que je faisais des doubles services. Alors, tu sais, a-t-elle commencé sans me regarder, pour le diplôme. Il y a 5 mois, Ashley. Je me suis tué à la tâche pour payer une dernière année qui n'existait pas. Écoute, je peux expliquer. Elle tripotait son alliance. Une alliance.
Un diamant solitaire, d'au moins 2 carats, sur une monture en platine. Les choses se sont passées vite. Marcus m'a demandé en mariage juste après mon diplôme. Sa famille a de l'argent, des attentes. Maman a dit que ce serait mieux s'il pensait que je venais d'un milieu similaire. Alors, tu m'as laissé payer pour un semestre imaginaire, pendant que tu planifiais ton mariage. Ce n'était pas comme ça. Mais sa voix suggérait que c'était exactement comme ça. Maman s'est occupée de tout. Elle a dit que tu avais déjà tant sacrifié, que quelques mois de plus ne changeraient rien. L'argent a été bien utilisé. Le mariage était magnifique, Marisa. Tu aurais adoré. Je n'ai pas été invité au mariage de ma propre sœur? Son silence fut une réponse. Puis, doucement, maman pensait que tu ferais une scène. Tu sais comment tu es avec l'argent. Il faut toujours que tout tourne autour du sacrifice, de la lutte. La famille de Marcus, ce sont des gens raffinés. Ils ne comprendraient pas quelqu'un qui fait du service en salle son identité. Les mots m'ont frappé comme des coups physiques. Mon identité, comme si j'avais choisi l'épuisement plutôt que l'éducation, préféré servir des pâtes plutôt que de poursuivre une carrière en chirurgie pédiatrique. Montre-moi, ai-je dit. Montre-moi ce mariage que j'ai payé. Elle a sorti son téléphone, faisant défiler à contre-cœur des photos qui révélaient la vérité avec des détails dévastateurs. Un lieu de réception dans un vignoble, drapé de lumière. Ashley dans une robe de créateur qui coûtait plus cher que ma voiture. Maman en tant que dame d'honneur, en bleu pâle, rayonnante à côté de la fille qu'elle jugeait digne. Des centaines d'invités levant leur coupe de champagne au couple heureux. C'est notre lune de miel, a-t-elle balayé rapidement les photos. Bali. 2 semaines dans un complexe privé. Le cadeau de Marcus. Payé avec mon argent? Pas techniquement. Maman gérait les finances. Elle a dit que la pension de papa couvrait le mariage. La pension de papa? Tu veux dire la pension alimentaire qu'elle a cachée en prétendant être dans la misère? Le visage d'Ashley s'est durci. Papa nous a abandonnés. Quels que soient les arrangements juridiques qui ont eu lieu plus tard, ça ne change rien. Il a choisi sa liberté plutôt que sa famille. Maman est intervenue. Elle s'est assurée que je puisse avoir la vie que je mérite, malgré son égoïsme. Ashley, il n'a abandonné personne. Maman a déposé de fausses accusations de violence. Il lui a été légalement interdit de nous contacter. D'après lui. Elle s'est levée, arpentant la petite pièce. Bien sûr qu'il clamerait son innocence maintenant. Sais-tu ce que c'était, d'être la fille oubliée? Tu avais ta bourse, tes notes parfaites, ton grand avenir tout tracé. Qu'est-ce que j'avais, moi? Des troubles d'apprentissage, de l'anxiété sociale, et tout le monde me comparant à la brillante Marisa. Alors, tu m'as puni en me volant mon avenir? Je n'ai rien volé. Maman a dit que l'argent était de l'argent de la famille, que tes revenus étaient une contribution au ménage, tout comme ceux de papa auraient dû l'être. Elle l'a géré équitablement, en s'assurant que les 2 filles aient des opportunités. Équitablement. Je suis sans abri, Ashley. Maman m'a mise à la porte après que j'ai fait ce dernier paiement. Parce que tu as 26 ans. Les gens normaux déménagent, commencent leur propre vie. Mais tu t'accrochais à cette maison comme à une couverture de sécurité, faisant en sorte que tout le monde se sente coupable d'exister pendant que tu te sacrifiais. Elle a loué ma chambre il y a 6 semaines, tout en continuant à prendre mon argent. Et alors? Tu payais un loyer? Non. Contribuais-tu équitablement aux dépenses du ménage en fonction de tes revenus? Non. Maman a subventionné ta vie pendant des années. Quelques semaines de chevauchement, ce n'est rien en comparaison. L'illusion était si profonde que je ne pouvais pas en trouver le fond. Dans l'esprit d'Ashley, tordu par la manipulation de maman, j'étais le parasite, bien que j'ai financé leur style de vie. Parle-moi de Marcus, ai-je changé de tactique? Comment vous êtes-vous rencontrés? Son expression s'est adoucie. Au country club. Sa famille est membre. Maman m'y a emmené comme invité l'été dernier, a dit que c'était important de fréquenter les bons cercles pour ma carrière d'infirmière. Quel country club? Westfield. Très exclusif. Maman connaît quelqu'un au conseil d'administration qui nous a parrainés. Elle a sorti d'autres photos. C'est la maison de la famille de Marcus. Son père possède une société de développement.
Ils pensent que je suis parfaite pour Marcus parce que je viens d'une bonne famille confrontée à des revers temporaires. Maman leur a parlé de la perte d'emploi de papa, de la façon dont nous nous sommes serrés les coudes, nous sommes soutenus mutuellement dans l'adversité. Chaque mensonge était construit sur ma vérité. Mon sacrifice, reconditionné en force familiale collective. Que pense Marcus que tu fais de ton temps? Je prends une pause avant de commencer ma carrière d'infirmière. Sa mère préfère en fait que je ne travaille pas. Elle est très traditionnelle sur les rôles familiaux. Le téléphone d'Ashley a vibré. C'est lui. Nous déjeunons au club. Ça doit être agréable, déjeuner dans des clubs pendant que je dormais dans ma voiture. Oh, s'il te plaît. Les parents de Sarah ne te laisseraient jamais dormir dans une voiture. Tu fais ta dramatique, comme d'habitude. Une nuit d'inconfort, et soudain tu es sans abri. Elle a rassemblé ses affaires. Je dois y aller. Marcus n'aime pas attendre. Ashley, une dernière chose. J'ai sorti la carte de visite d'Eleanor. Cette avocate essaie de me joindre à propos de la succession de grand-mère. Savais-tu qu'elle m'avait laissé un héritage? Le visage de ma sœur s'est complètement figé. Quel héritage? 200 000 $, plus une propriété locative. Maman essaie de le voler depuis 2 ans. C'est impossible. Grand-mère est morte sans le sou. Maman a dû payer les funérailles elle-même, m'a-t-elle dit. Ashley s'est interrompue, les pièces du puzzle s'assemblant visiblement. Elle a dit que grand-mère avait tout laissé à des œuvres de charité, qu'elle avait été manipulée dans ces derniers jours pour déshériter la famille. Elle me l'a laissé à moi spécifiquement, avec des protections blindées contre l'accès de maman. Ashley s'est affalée sur une chaise. Pour la première fois depuis mon arrivée, elle avait l'air jeune, incertaine. Maman a dit que grand-mère s'était retournée contre nous, qu'elle était devenue paranoïaque, cruelle. C'est pour ça que nous avons eu des funérailles si modestes, pas de réunion. Maman a dit que grand-mère ne voulait pas de nous à la fin. As-tu déjà essayé de lui rendre visite? Maman a dit qu'elle refusait de nous voir. Qu'elle disait des choses terribles sur la famille. J'ai envoyé des cartes, mais... La compréhension a surgi, horrible. Elle ne les a jamais reçues, n'est-ce pas? Probablement pas. Nous sommes restés assis en silence, tandis que les huiles essentielles diffusaient leur faux calme autour de nous. Ma sœur, celle que j'avais protégée et pour laquelle je m'étais sacrifié, était devenue une étrangère, façonnée par des mensonges en quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Le truc de l'église, a dit Ashley soudainement. Le prix de la mère de l'année. Je n'étais pas au courant jusqu'à hier. Maman a appelé, a dit que ça signifierait beaucoup si j'assistais. J'ai trouvé ça bizarre, mais elle a été si généreuse avec le mariage et en nous aidant avec l'apport pour la maison. L'apport pour la maison. 30 000 $. Elle a dit que ça venait de la retraite de papa, qu'elle avait réussi à sauver lors du divorce. La famille de Marcus a complété. Nous signons le mois prochain pour une maison à Riverside Heights. 30 000 $. Mon paiement de frais de scolarité, plus le prix de l'église de maman, plus quoi d'autre? Combien de personnes avait-elle convaincu de faire un don à sa famille en difficulté? Je dois y aller, s'est levé brusquement Ashley. Marcus attend. Mais... Marisa, peut-être qu'on pourrait parler plus, sans que maman le sache. Je commence à penser qu'il y a des choses que je dois comprendre. Demain à 14 h, au café de Sarah. Viens seule. Elle a hoché la tête, l'air plus âgé que ses 21 ans. Je ne dirai pas à maman que tu es venu ici. Elle est déjà furieuse que tu aies disparu. Elle dit que tu fais une sorte de dépression. Laisse-la penser ça. Ça rendra la journée de demain plus surprenante. Ashley est partie pour son déjeuner au country club, pendant que je restais assise au milieu des bougies parfumées et de la musique paisible, tenant des photos d'un mariage que ma pauvreté avait acheté. Le masseur a frappé, demandant si je voulais réserver un soin. Non, merci, lui ai-je dit. Je n'ai pas les moyens. J'ai dépensé tout mon argent pour l'éducation de ma sœur. Son retrait embarrassé a semblé être le seul moment honnête dans ce temple du luxe. Demain, maman se tiendrait devant sa congrégation, acceptant les louanges pour des sacrifices qu'elle n'avait jamais faits. Mais ce soir, Ashley serait allongée dans son lit conjugal, se demandant ce que notre mère avait bien pu cacher d'autre. La première fissure dans la façade était enfin apparue. D'ici demain, elle se briserait complètement. Mercredi est arrivé avec un email qui a tout changé.
Jennifer Chen, ma patronne chez Med Supply Direct, contactait rarement les employés en dehors des heures de travail. Son message, envoyé à 5h43, ne contenait qu'une seule ligne, « Venez à mon bureau immédiatement. » N'en discutez avec personne. Je travaillais pour Jennifer depuis 3 ans, l'ayant vu transformer la division régionale du chaos à l'efficacité. Elle menait les réunions avec une précision militaire, ne gaspillait jamais de mots et ne montrait jamais d'émotion au-delà de la courtoisie professionnelle. Les autres employés la trouvaient froide, je la pensais simplement concentrée. Son bureau occupait le dernier étage de notre immeuble, tout en verre et en angle vif qui correspondait à sa personnalité. Je suis arrivé à 7 heures, 1 heure avant l'ouverture officielle. Jennifer était assise derrière son bureau, examinant des papiers, son expression illisible. « Fermez la porte », a-t-elle dit sans lever les yeux. « Asseyez-vous. » Les fenêtres derrière elle montraient Portland qui s'éveillait, le mont Hood, lointain et parfait dans la lumière du matin. Je n'avais jamais vu la vue de cette hauteur. Cela rendait mes années de saisie de données au rez-de-chaussée encore plus insignifiantes. « Votre mère a appelé hier », a commencé Jennifer. Elle a prétendu être du fisc, enquêtant sur une fraude fiscale. Une performance très convaincante. Documentation professionnelle, numéro de badge, terminologie officielle. Nous avons retracé l'appel jusqu'à une ligne résidentielle enregistrée au nom de Caroline Coleman. Mon estomac s'est noué. Je suis désolé. Je n'avais aucune idée qu'elle. C'était le 47e appel. Jennifer a sorti un dossier plus épais que mon manuel de l'employé. Elle s'est fait passer pour des agents fédéraux, des fonctionnaires de l'État, des prestataires de soins de santé, même un détective de police. Chaque fois, essayant d'accéder à vos dossiers d'emploi, à vos informations salariales, ou de rediriger votre dépôt direct. 47 appels. Pendant que je faisais aveuglément confiance, maman attaquait systématiquement mon lieu de travail. Le premier incident s'est produit il y a 2 ans, a poursuivi Jennifer. Elle a prétendu être votre contact d'urgence, mettant à jour des informations. Cela semblait routinier, jusqu'à ce qu'elle pose des questions sur les calendriers de promotion et les structures de bonus. Signal d'alarme. J'ai commencé à documenter. Elle a étalé des papiers sur le bureau, des journaux d'appel, des transcriptions, des conversations enregistrées. La voix de ma mère, sortant des haut-parleurs, prétendant diverses fausses identités, revenant toujours à l'argent. Le mois dernier, elle a tenté quelque chose de plus ambitieux. Elle est venue en personne avec une femme qu'elle a présentée comme vous, prétendant que vous aviez eu un accident et que vous aviez besoin d'un accès d'urgence à vos fonds de retraite. Les images de sécurité ont tout filmé. La vidéo montrait maman dans ses habits du dimanche, sérieuse et inquiète, à côté d'une jeune femme qui ne me ressemblait en rien, au-delà de la taille et de la couleur de cheveux de base. Elles étaient arrivées jusqu'au RH avant que la sécurité du bâtiment n'intervienne. « Pourquoi ne m'avez-vous pas renvoyé ?» ai-je demandé. Ce niveau de harcèlement. Parce que j'ai reconnu le schéma. Pour la première fois en 3 ans, le masque professionnel de Jennifer s'est légèrement fissuré. Ma mère a fait des choses similaires. Pas 47 fois, mais assez. J'ai passé la vingtaine à échapper à quelqu'un qui voyait mon succès comme son distributeur automatique personnel. Elle s'est dirigée vers la fenêtre, étudiant la ville en contrebas. J'ai construit cette division en partie pour m'assurer de ne plus jamais être financièrement vulnérable. Quand j'ai reconnu ce que votre mère faisait, j'ai pris une décision. Tout documenter. Créer une piste infaillible de son comportement criminel. Protéger une employée qui ne voyait clairement pas la manipulation. Comportement criminel. Se faire passer pour des agents fédéraux est un crime fédéral. Fraude électronique, vol d'identité, complot en vue de commettre des crimes financiers. Votre mère est passée du toxique au criminel il y a longtemps. Jennifer est retournée à son bureau, sortant une carte de visite. Mon mari, Michael, poursuit les crimes financiers pour le bureau du procureur fédéral. Il a constitué un dossier, comme une faveur pour moi. La carte indiquait, Michael Chen, procureur adjoint des États-Unis, division des crimes financiers, le même titre qui pourrait envoyer ma mère en prison fédérale. Je ne dis pas que vous devriez poursuivre votre mère en justice, a précisé Jennifer. Je dis que vous devriez connaître l'étendue de ses actions. Cela dépasse le dysfonctionnement familial. Elle a commis des crimes graves, avec des traces écrites menant directement à elle. Et Ashley, ma sœur? Aucun contact direct de sa part, mais votre mère l'a mentionné fréquemment.
Elle a utilisé son éducation comme un levier émotionnel. Ma fille Ashley a besoin de procédures médicales. Ashley a été diagnostiquée avec un trouble d'apprentissage nécessitant une thérapie spéciale. Les coûts des médicaments d'Ashley ont triplé. Toujours Ashley comme excuse pour accéder à votre argent. J'ai pensé à Ashley, dans son spa, planifiant des voyages à Cabo pendant que maman utilisait son nom pour justifier un vol. Il y a plus, a dit Jennifer. Le compte de retraite auquel elle a essayé d'accéder. Vous avez acquis des droits à hauteur de 36 000 $. Votre mère connaissait le montant exact, d'une manière ou d'une autre. Elle connaissait également votre prime de performance prévue pour décembre, la valeur de votre indemnité de congé maladie accumulée, même le solde de votre compte d'épargne santé. Comment pouvait-elle savoir tout ça? C'est ce que Michael veut enquêter. Soit elle a un complice ayant accès à nos systèmes, soit elle intercepte votre courrier depuis des années. D'après ses autres comportements, je penche pour la seconde option. Jennifer a sorti un autre dossier. Ce sont des rapports de crédit que nous avons obtenus avec votre autorisation écrite, lors de votre dernière mise à jour d'habilitation de sécurité. Vous avez 17 cartes de crédit que vous n'avez pas ouvertes. 43 000 $ de dettes accumulées. 3 prêts personnels. 2 contrats de location de voitures pour des véhicules que vous n'avez jamais conduits. La pièce a basculé. Je me suis agrippé aux accoudoirs de la chaise pour me stabiliser. 43 000 $, plus les intérêts? Votre mère a effectué des paiements minimums pour éviter le recouvrement, probablement en utilisant vos revenus réels, mais le capital continue de croître. Aux taux actuels, vous atteindrez le seuil de la faillite d'ici 18 mois. Pouvons-nous l'arrêter? Michael peut tout geler pendant l'enquête, déposer des alertes à la fraude, contester les comptes frauduleux, et potentiellement récupérer des dommages et intérêts. Mais cela nécessite votre coopération. Vous devriez témoigner contre votre mère. Les mots flottaient entre nous. Témoigner contre ma mère devant un tribunal fédéral. Je sais que c'est accablant, a dit Jennifer. Mais il y a autre chose. Votre histoire sur le paiement des frais de scolarité de votre sœur, les 9 000 $ récents. J'ai hoché la tête, digérant encore la révélation de la dette. Votre mère a appelé le jour où vous avez fait ce paiement. Elle a prétendu que c'était vous, en pleine dépression nerveuse, a dit que vous aviez volé de l'argent à la famille et que vous prévoyiez de fuir. Elle a essayé de nous faire annuler le chèque de banque, de faire opposition au paiement, et de vous faire arrêter pour vol. Quand cela a échoué, elle a menacé de poursuivre l'entreprise pour avoir permis votre crime. Elle savait que je faisais le paiement. Elle m'a dit qu'Ashley en avait besoin pour ses frais de scolarité. La coordination du timing suggère une préméditation. Elle voulait cet argent en main avant d'exécuter votre expulsion. Michael appelle ça une dernière récolte. Les criminels intensifient souvent leur prise avant d'abandonner une victime. Le téléphone de Jennifer a vibré. Elle l'a vérifié en fronçant les sourcils. L'avocate de votre père dit que c'est urgent. Elle l'a mis sur haut-parleur. Une voix de femme, nette, a rempli la pièce. Madame Chen, ici Patricia Wallen. Je représente William Coleman. Nous avons découvert quelque chose d'important. Caroline Coleman perçoit des prestations de survivants, prétendant que Marisa est décédée dans un accident il y a 2 ans. La sécurité sociale a versé des paiements mensuels sur la base d'un certificat de décès frauduleux. Les révélations continuaient de déferler comme des vagues, chacune plus grande que la précédente. Ma propre mère m'avait déclarée morte pour percevoir des prestations gouvernementales. Nous aurons besoin de la coopération de Marisa pour prouver qu'elle est en vie et poursuivre la fraude, a poursuivi l'avocate. Mais cela place les crimes de Caroline dans la catégorie des peines minimales obligatoires fédérales. Elle risque de 10 à 15 ans. Après la fin de l'appel, Jennifer m'a étudié attentivement. Vous n'avez pas à décider aujourd'hui. Mais demain, c'est sa performance à l'église. Ce pourrait être le moment parfait pour signifier les papiers, si vous choisissez cette voie. Je serai là avec Michael et une petite équipe. L'avocate de votre père aura les accusations de l'État prêtes. Les procureurs fédéraux auront leur mandat. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de votre parole. J'ai pensé à 26 ans de manipulation, 3 ans de rêves sacrifiés, et 43 000 $ de dettes frauduleuses. Au dernier mois volé de ma grand-mère, à l'exil de mon père, à la corruption d'Ashley, et à ma propre mort supposée, devenue rentable. Je témoignerai, ai-je dit, surtout. Jennifer a hoché la tête, retrouvant son attitude professionnelle.
Prenez le reste de la semaine de congé. Vous aurez besoin de temps pour digérer et vous préparer. Les RH le coderont comme un congé administratif payé pour urgence familiale. Pourquoi m'aidez-vous, vraiment? Elle est restée silencieuse un long moment. Parce que quelqu'un m'a aidé une fois. Une professeure qui a reconnu les signes, a documenté le comportement, et a témoigné quand j'avais trop peur de me défendre seule. Elle m'a sauvé la vie. Jennifer m'a regardé droit dans les yeux. Maintenant, je sauve la vôtre. J'ai quitté MedSupply Direct ce matin-là avec plus qu'un congé payé. Je portais des preuves de crimes que je n'avais jamais soupçonnées, un soutien que je n'avais jamais demandé, et la certitude terrifiante que demain ferait exploser ce qui restait de ma famille. Mais Jennifer avait raison. Ma vie avait besoin d'être sauvée. Et parfois, le salut venait sous la forme de procureurs fédéraux et de preuves froides et solides de l'entreprise criminelle d'une mère, bâtie sur les os de sa fille. L'église communautaire de Riverside se dressait comme un phare de respectabilité sur Madison Avenue, ses colonnes blanches et ses jardins bien entretenus suggérant la prospérité et la paix. 300 fidèles de Portland se rassemblaient chaque dimanche dans son sanctuaire. Mais aujourd'hui était spécial. Aujourd'hui, ils allaient honorer leur mère de l'année. J'étais assise dans la voiture de l'avocate de mon père, regardant les fidèles entrer pour la cérémonie de 14 heures. Jennifer Chen occupait le siège à côté de moi, son mari Michael examinant des documents à l'arrière. 2 marshals fédéraux attendaient dans une camionnette banalisée. Patricia Wallen, l'avocate de papa, se coordonnait avec la police de l'État par téléphone. « Votre mère est à l'intérieur », a observé Jennifer. Je viens de la voir par la porte latérale, vêtue de crème et de perles. Très maternelle. Mon père attendait dans son propre véhicule, les mains tremblant sur le volant. 2 ans de séparation forcée, se terminant par cette confrontation publique. Il avait vieilli de 10 ans pendant ces mois volés, des fils gris parsemant des cheveux qui étaient noirs quand maman l'a exilé. Ashley vient d'arriver, ai-je noté, avec son mari. Marcus Fitzgerald avait exactement l'air que suggérait son adhésion au country club, un pantalon kaki pressé, des chaussures bateau, la richesse décontractée de quelqu'un qui n'avait jamais remis en question sa place dans le monde. Ashley s'accrochait à son bras dans une robe modeste que je reconnaissais du placard de maman, jouant la fille dévouée. « N'oubliez pas », a dit Michael Chen, « nous signifions les papiers après qu'elle ait parlé. » Laissez-la s'enfoncer publiquement dans ses mensonges. Tout ce qu'elle dit devient une preuve. Nous sommes entrés par des portes séparées, nous dispersant dans la congrégation. J'ai choisi un banc à l'arrière, capuche relevée, regardant maman faire le tour de la salle. Elle serrait des mains, acceptait des condoléances pour ses difficultés, et s'épongait les yeux secs avec des mouchoirs en dentelle. La performance était magistrale. Le pasteur David, aux cheveux argentés et sincères, dirigeait cette congrégation depuis 20 ans. Il avait conseillé ma famille à travers de prétendues crises, ne soupçonnant jamais la fiction qu'on lui avait vendue. Aujourd'hui, il rayonnait de fierté en honorant une mère si dévouée. Avant de commencer, a-t-il annoncé, je veux partager comment Caroline Coleman illustre la maternité chrétienne. Quand son mari a abandonné la famille, les laissant sans ressources, elle aurait pu s'effondrer. Au lieu de cela, elle a travaillé sans relâche pour assurer l'éducation de ses filles. Elle n'a jamais demandé d'aide, ne s'est jamais plainte, s'est simplement sacrifiée en silence. Des murmures d'approbation ont parcouru les bancs. Plusieurs femmes âgées ont essuyé des larmes, se souvenant de leur propre lutte. Elles n'avaient aucune idée que leur don avait financé le mariage d'Ashley et la vie confortable de maman. Caroline a demandé que nous ne mentionnions pas la composante financière du prix d'aujourd'hui, a poursuivi le pasteur David. Mais je dois partager que plusieurs donateurs anonymes ont contribué à hauteur de 20 000 $ supplémentaires pour aider aux derniers frais de scolarité de médecine d'Ashley. Faculté de médecine. Le mensonge avait évolué. Ashley s'est agitée, mal à l'aise, tandis que maman portait les mains à son cœur, dans une gratitude accablante. Je me suis demandé si ma sœur était au courant de cette escalade, ou si maman l'avait surprise aussi. La cérémonie a commencé par des hymnes sur la persévérance et la foi. Maman chantait fort, levant les mains dans un culte pratiqué. Lorsqu'elle a été invitée à parler, elle s'est approchée du pupitre à pas mesurés, suggérant le poids de ses fardeaux. « Ma chère famille de l'Église », a-t-elle commencé, la voix parfaitement chevrotante. Je n'aurais jamais imaginé me tenir ici. Ces 3 dernières années ont mis à l'épreuve chaque fibre de ma foi. Quand William nous a quittés, emportant ses revenus et abandonnant ses responsabilités, j'ai cru que nous allions tout perdre.
La mâchoire de mon père s'est crispée, 3 rangées plus loin. Patricia a posé une main apaisante sur son bras. Mais Dieu pourvoit, a poursuivi maman. Il m'a donné la force de cumuler plusieurs emplois, la sagesse de gérer nos maigres ressources, et 2 filles qui comprenaient le sacrifice. Mon aînée, Marisa, malgré ses difficultés, a contribué comme elle le pouvait avant sa récente dépression. Nous prions pour son rétablissement chaque jour. Difficulté, dépression. J'ai senti la main de Jennifer serrer la mienne en guise d'avertissement. Pas encore. Ma plus jeune, Ashley, s'est épanouie malgré l'adversité. Major de sa promotion en soins infirmiers, elle se prépare maintenant pour la faculté de médecine. Elle a épousé un homme merveilleux qui comprend les valeurs de notre famille, le travail acharné et la détermination. Marcus s'est rengorgé à la mention, tandis qu'Ashley étudiait ses ongles manucurés. Autour de nous, la congrégation absorbait chaque mot, peignant ma mère enceinte. J'ai appris que la monoparentalité ne consiste pas en ce qui vous manque, mais en ce que vous construisez. Chaque heure supplémentaire, chaque repas sauté pour que mes filles puissent manger, chaque nuit passée à raccommoder des vêtements au lieu d'en acheter de nouveaux. Chaque sacrifice nous a rapprochés du plan de Dieu. L'ironie de sa robe de marque et de sa coiffure fraîchement sortie du salon semblait échapper au public. Il voyait ce qu'elle les avait entraînés à voir, une mère en difficulté, triomphante par la foi. Certaines nuits, sa voix a baissé à des niveaux intimes, je comptais les centimes pour l'essence, je choisissais entre l'électricité et les courses. Mais voir Ashley traverser cette scène avec son diplôme d'infirmière, savoir que Marisa avait trouvé son chemin malgré ses limitations, a rendu chaque épreuve valable. Ça suffit, ai-je dit en me levant. 300 têtes se sont tournées. L'expression de maman a oscillé entre la confusion, la rage, et un retour à une préoccupation maternelle confuse. Marisa, ma chérie, tu es venue. Tout le monde, ma fille est là. Elle a des problèmes de santé mentale, mais... J'ai des problèmes avec une mère menteuse et voleuse. Ma voix a porté, claire, à travers le sanctuaire. Chaque mot que vous venez de prononcer est faux. Des hoquets de surprise ont parcouru les bancs. Le pasteur David s'est avancé. Marisa, peut-être devrions-nous en discuter en privé. Non. Elle a choisi une performance publique, elle aura une vérité publique. J'ai marché vers l'avant, Jennifer et Michael à mes côtés. Papa ne nous a jamais abandonnés. Vous avez déposé de fausses accusations de violence et obtenu une ordonnance restrictive basée sur des mensonges. Il vous a versé 5 000 $ par mois de pension alimentaire, pendant que vous nous disiez qu'il nous avait laissés sans ressources. Elle est confuse, a plaidé maman auprès du public. Sa récente dépression. La seule dépression, c'est votre entreprise criminelle. Patricia Wallen s'est levée, tenant des documents. William Coleman enseigne au lycée Jefferson depuis 27 ans, n'a jamais manqué un jour, sauf lorsqu'il lui a été illégalement interdit de voir ses propres enfants. Papa s'est levé lentement, faisant face à la congrégation dont il avait été exclu. Je n'ai jamais abandonné ma famille. Caroline me l'a volé par la manipulation juridique et les mensonges. Ce sont des accusations très graves, est intervenu le pasteur David. Peut-être devrions-nous. J'ai eu mon diplôme il y a 5 mois, a annoncé Ashley, se levant soudainement à côté de Marcus. Les frais de scolarité que maman a perçus, les dépenses pour la faculté de médecine pour lesquelles vous venez de faire un don, tout est faux. Je suis une femme mariée, avec un diplôme d'infirmière que j'ai obtenu en mai. Le sanctuaire a éclaté. Les donateurs âgés exigeaient des explications. Les membres du comité des finances demandaient des audits. Maman s'est agrippée au pupitre, son masque glissant. Ils sont confus, manipulés. Quelqu'un les a montés contre moi. Quelqu'un a ruiné le crédit de Marisa avec 43 000 $ de dettes frauduleuses, a annoncé Jennifer. Je suis son employeur. Nous avons des documents prouvant que Caroline s'est fait passer pour des agents fédéraux, a tenté une fraude électronique, et a essayé de voler l'épargne retraite de sa fille. Michael Shen s'est avancé, son badge visible. Je suis le procureur adjoint des États-Unis Shen. Nous sommes ici pour signifier des mandats fédéraux pour fraude électronique, vol d'identité et usurpation d'identité d'agents fédéraux. 2 marshals se sont dirigés vers la scène. L'image soigneusement construite de maman s'est complètement brisée. Ingrate, m'a-t-elle hurlé, la prétention maternelle abandonnée. Tout ce que j'ai fait, c'était pour cette famille. Tu me le dois. 3 ans de vie sans loyer, à manger ma nourriture,
à utiliser mon électricité. Votre nourriture, achetée avec mes chèques de paie. Votre électricité, payée par mes heures supplémentaires. Votre hypothèque, couverte par la pension alimentaire de papa que vous avez cachée. Je lui ai fait face. Vous avez volé mes rêves, mon crédit, mon héritage, mon père, et avez essayé de voler mon avenir. Ça se termine aujourd'hui. Madame Coleman, a dit le premier marshal, vous devez venir avec nous. Elle a essayé de courir, mais ses talons d'église l'ont trahi. Le second marshal l'a attrapé facilement. Au clic des menottes, la congrégation a vu sa mère de l'année arrêtée lors de sa propre cérémonie. C'est de la persécution, a-t-elle crié. Je suis une mère célibataire, une victime. Ils mentent. Pasteur David, dites-leur. Mais le pasteur David s'était retiré, digérant à quel point il avait été trompé. Le comité des finances s'est regroupé, calculant combien d'argent de l'Église avait disparu dans les besoins fictifs de Caroline. Il y a plus, a annoncé Eleanor Hartley depuis le fond. Je représente la succession de Margaret Coleman. Elle a laissé une lettre détaillée sur le vol et la manipulation de Caroline, y compris l'abus financier de personnes âgées. Chaque membre qui a fait un don au mensonge de cette femme a le droit de récupérer des dommages et intérêts. La ruée vers Eleanor suggérait que beaucoup poursuivraient ce droit. Ashley s'est approchée de moi alors que les marshals emmenaient maman. Je ne savais pas, a-t-elle murmuré, pour la fraude au crédit, l'héritage, papa. Je jure que je ne savais pas tout. Mais tu en savais assez. Tu as eu ton diplôme en prenant mon argent, tu t'es marié avec mon sacrifice qui le finançait, tu as bien vécu pendant que je me tuais au travail. Je témoignerai, a-t-elle dit doucement. Quoi que tu aies besoin. Les avocats de la famille de Marcus ont dit que si je coopère pleinement, nous pourrions sauver quelque chose. Et je veux connaître mon père à nouveau. Le vrai, pas la version de maman. C'était quelque chose. Pas assez. Loin d'être assez, mais quelque chose. L'église s'est vidée lentement, les membres digérant l'effondrement théâtral de quelqu'un en qui ils avaient confiance. Plusieurs se sont approchés de moi avec des excuses, des histoires de leurs propres dons, et des questions sur la récupération. Le service est définitivement terminé, a dit le pasteur David, las. Marisa, je suis profondément désolé. Votre mère a trompé tout le monde, y compris moi. Surtout moi. Papa se tenait à mes côtés alors que nous regardions le transport de maman disparaître. Tu as fait ce qu'il fallait, a-t-il dit. La chose difficile, mais la bonne chose. Elle obtiendra probablement une caution, a prévenu Patricia. Les affaires fédérales prennent du temps, mais avec la coopération d'Ashley, les preuves que Jennifer a recueillies, et les registres financiers de l'Église, une condamnation est presque certaine. Presque certaine. J'ai pensé à 26 ans de manipulation se terminant par une justice presque certaine. Il faudrait que ce soit suffisant. Marcus s'est approché, l'air nettement mal à l'aise. Les avocats de ma famille vous contacteront. Nous devons discuter de l'apport pour la maison, d'où il vient vraiment. Ashley a accepté une transparence totale. Une transparence totale. Après une vie de mensonges, le concept semblait étranger. Alors que nous quittions le sanctuaire, Jennifer m'a serré l'épaule. Tu l'as fait. Tu t'es libéré. Le reste n'est que paperasse et guérison. Dehors, le soleil d'octobre de Portland semblait plus chaud qu'il ne l'avait été depuis des années. Ma mère était en détention fédérale. Mon père se tenait libre à mes côtés. Ma sœur avait choisi la vérité plutôt que le confort. Mon héritage attendait, protégé et mien seul. Le prix de la Hummer de l'année gisait, abandonné, sur le pupitre, son chèque surdimensionné aussi sans valeur que les mensonges qu'il avait remportés. Mais dans ma poche, la carte de visite d'Eleanor et une petite clé en laiton promettaient quelque chose de réel, un avenir bâti sur la vérité au lieu de la manipulation, l'indépendance au lieu du sacrifice. 6 mois plus tard, je me tenais dans l'embrasure d'une maison victorienne, dans le quartier de Laurelhurst à Portland, tenant une clé en laiton qui avait attendu 2 ans pour remplir sa fonction. Le coffre-fort contenait plus que des documents. Grand-mère Maggie avait laissé des photographies, des lettres et l'acte de propriété de cette maison qu'elle avait achetée en 1962, la gardant secrète pour tout le monde, sauf son avocate. Elle a vécu ici avant d'épouser votre grand-père, a expliqué Eleanor Hartley, debout à mes côtés sur le porche enveloppant. Elle louait des chambres à de jeunes femmes fuyant des situations difficiles. Quand elle a déménagé en banlieue,
elle l'a gardé comme propriété de rapport, mais n'en a jamais parlé à votre mère. Elle soupçonnait déjà à l'époque que Caroline avait des intérêts malsains dans les biens familiaux. La maison avait besoin de travaux. La peinture s'écaillait sur les volets, les jardins étaient en friche et les tuyaux gémissaient avec l'âge, mais la structure était solide, les fondations vraies. 8 chambres, 4 salles de bain, une cuisine conçue pour des repas en commun, et un salon où des femmes se rassemblaient autrefois pour reconstruire leur vie. La lettre de votre grand-mère précisait que cette propriété devait retrouver sa vocation initiale, a poursuivi Éléanore, un logement pour les femmes se remettant d'un abus financier. Elle a même laissé des fonds pour la rénovation dans un compte séparé que Caroline n'a jamais découvert. J'ai traversé des pièces qui résonnaient de possibilités. La lumière du soleil filtrait par les fenêtres d'origine, illuminant des grains de poussière et des rêves différés. Dans la chambre principale, j'ai trouvé une photo glissée derrière une moulure lâche, une jeune grand-mère Maggie avec 8 autres femmes, toutes souriantes, debout sur ces mêmes marches d'entrée. Au dos, de son écriture soignée, Maison de la Liberté, 1961. Nous avons survécu. Mon téléphone a vibré. Ashley, m'envoyant un texto depuis le palais de justice où elle témoignait pour le 3e jour. L'avocat de maman essaie de plaider la maladie mentale, dit que tu l'as poussée à des mesures désespérées. Le jury n'y croit pas. Le procès de Caroline Coleman était devenu la nouvelle de Portland. La mère de l'année qui a fraudé sa fille, son église et le gouvernement faisaient face à 15 chefs d'accusation fédéraux. Sa stratégie de défense, consistant à blâmer tout le monde, échouait de manière spectaculaire. « Comment va papa ?» ai-je répondu par texto. Fort. Son témoignage hier a fait pleurer les jurés. 27 ans d'enseignement, jamais manqué un jour, sauf quand elle l'a légalement empêché de voir ses propres enfants. William Coleman avait repris l'enseignement avec un but renouvelé. Son faux exil, se terminant par une réhabilitation complète. Le district scolaire, mortifié par son incapacité à enquêter sur ses affirmations des absences, l'avait promu chef de département avec un arriéré de salaire pour dommages émotionnels. Il avait utilisé l'argent pour créer une bourse d'études pour les élèves ayant des troubles d'apprentissage, la nommant d'après Ashley. Marcus me demande le divorce. Sa famille ne supporte pas le scandale. J'obtiens la maison dans le règlement, puisque la fraude de maman a financé l'apport. Je prévois de vendre et d'utiliser les profits pour de vraies études de médecine. La transformation d'Ashley avait surpris tout le monde. Libérée de la manipulation de maman, elle avait découvert ses propres ambitions. La fille gâtée qui avait profité de mon sacrifice dans des spas travaillait des gardes doubles à l'hôpital, étudiait pour le MACAT, et construisait une vie gagnée plutôt que volée. Le jury est de retour, a-t-elle texté. Verdict bientôt. Je me suis assise sur les marches du porche où grand-mère accueillait autrefois des femmes désespérées. Jennifer Chen m'avait aidé à concevoir les plans de rénovation, sa fondation, créée après sa propre évasion d'un abus financier maternel, fournirait le financement initial. Nous avions déjà reçu 40 demandes de femmes cherchant un logement de transition. Mon téléphone a sonné. Papa, c'est coupable sur tous les chefs d'accusation, a-t-il dit, la voix chargée d'émotion. 12 à 15 ans en prison fédérale. Les accusations de l'État sont encore en suspens. Elle aura près de 70 ans quand elle sortira. J'aurais dû ressentir quelque chose, de la joie, de la vengeance, du chagrin pour la mère que je n'avais jamais vraiment eu. Au lieu de cela, juste du soulagement. Un soulagement net, simple, que ce soit fini. Ça va, a demandé papa. Je suis à la maison de grand-mère, la secrète, en train de planifier ou mettre la cuisine professionnelle pour que les résidentes partagent les repas. Elle adorerait ça. La guérison communautaire par des tables communes. Il a fait une pause. Je suis fier de toi, ma chérie. Pas pour le procès, même si cela a demandé du courage. Pour avoir choisi de construire, plutôt que de simplement survivre. Après avoir raccroché, je me suis retrouvé dans le jardin, arrachant les mauvaises herbes autour d'un rosier qui avait réussi à prospérer malgré la négligence. Comme les secrets de grand-mère, comme mon propre espoir tenace, certaines choses refusaient de mourir, même lorsqu'elles étaient systématiquement affamées. Sarah est arrivée avec du café et des devis de construction. Alors, c'est la maison de la Liberté 2.0. La place de Maggie, ai-je corrigé. D'après grand-mère. C'est elle qui a commencé ça. Je ne fais que continuer son travail. Nous avons traversé les pièces, imaginant la transformation.
Le salon deviendrait une salle informatique pour les résidentes en recherche d'emploi. La véranda pourrait accueillir des ateliers d'éducation financière. Le sous-sol stockerait des dons de vêtements professionnels pour les entretiens. Tu sais, maman va faire appel, a dit doucement Sarah. Ce n'est pas fini. Laisse-la faire. Chaque appel signifie plus de preuves présentées publiquement, plus de gens apprenant ce qu'elle a fait, et plus de protection pour ses futures victimes, car il y aurait de futures victimes si elle sortait un jour. Caroline Coleman était une prédatrice qui a eu la malchance de donner naissance à sa proie préférée. La prison pourrait contenir son corps, mais sa nature restait inchangée. Eleanor a appelé, ai-je dit à Sarah. La propriété de Portland que grand-mère a laissé a généré des revenus pendant 26 mois. Après les coûts de rénovation, il y a assez pour faire fonctionner cet endroit gratuitement pour les résidentes pendant 2 ans. Après cela, le loyer modulé de celles qui peuvent se le permettre assurera le fonctionnement. Et toi? Je commence à l'Université d'État de Portland en janvier. Les prérequis pour la médecine. Pas Northwestern, pas la chirurgie pédiatrique, mais la médecine quand même. À 27 ans, mes rêves avaient changé, mais pas volé en éclats. Je gérerais cet endroit tout en étudiant, je vivrais dans le petit appartement au-dessus du garage, et j'aurais enfin une maison qu'on ne peut pas me voler. Nous avons passé l'après-midi à mesurer les fenêtres pour les rideaux, à débattre des couleurs de peinture, et à imaginer des femmes se rassemblant dans ces pièces pour reconstruire ce que des prédateurs avaient démoli. Le soir, 3 entrepreneurs avaient fourni des devis, le conseil d'administration de la fondation de Jennifer avait approuvé le financement initial, et les premières résidentes pourraient emménager en août. Ashley a envoyé des photos des marches du palais de justice, maman en combinaison orange et menottes, essayant toujours de paraître indignée, blâmant toujours tout le monde sauf elle-même. Les équipes de presse étaient déjà passées à des scandales plus frais. Les 15 minutes de gloire de Caroline Coleman se terminaient par un murmure de 100 commentaires de son avocat commis d'office. Cette nuit-là, je suis retourné à l'appartement de Sarah où je séjournais et j'ai trouvé une lettre transférée de Med Supply Direct. L'adresse de retour de l'église communautaire de Riverside m'a fait hésiter avant de l'ouvrir. À l'intérieur, un chèque de 37 000 $. La ligne de mémo indiquait, dont récupéré, avec nos excuses. La note du pasteur David expliquait que la comptabilité judiciaire avait révélé toute l'étendue du vol de maman auprès des paroissiens. Cela représentait ma part des fonds récupérés, avec d'autres à venir peut-être, au fur et à mesure de l'enquête. J'ai fixé le chiffre. 37 000 $. Moins que ma dette de carte de crédit frauduleuse, mais plus que je n'avais jamais eu en une seule fois. De l'argent donné avec foi pour aider une famille en difficulté, volé par une mère qui avait monétisé l'existence de ses enfants. Qu'est-ce que tu vas en faire, a demandé Sarah, lisant par-dessus mon épaule. Payer les cartes de crédit que maman a ouvertes. Garder le reste pour la faculté de médecine. Peut-être faire un don à de vrais programmes de charité de l'église. J'ai plié le chèque avec soin. Transformer leur généreuse erreur en quelque chose de significatif. Mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. Un appel en PCV de la détention fédérale. Maman, tentant une dernière manipulation. J'ai refusé et bloqué le numéro. Certaines conversations étaient terminées avant même de commencer. À la place, j'ai appelé papa. Tu veux voir la maison de grand-mère? Aide-moi à planifier la rénovation. J'apporterai le dîner. Du taille, de ce restaurant que tu aimais, avant. Avant tout. Avant tout. Avant que les mensonges ne se révèlent. Avant que le sacrifice ne devienne un vol. Avant que famille ne signifie survie au lieu de soutien. Nous vivions tous dans l'après, maintenant, construisant de nouvelles fondations sur un terrain déblayé. Le lendemain matin a apporté des réunions avec des entrepreneurs, des candidatures de résidentes potentielles, et un appel de Northwestern. Ma conseillère pédagogique d'il y a 4 ans avait entendu parler du procès, de la maison, du retour prévu à la médecine. La bourse avait disparu, mais ils avaient des programmes pour les étudiants non traditionnels, des chemins de retour vers des rêves différés. Pourquoi la médecine, encore, a-t-elle demandé. Après tout, pourquoi retourner sur un chemin si difficile? J'ai pensé aux 3 années dans les fournitures médicales, à apprendre sur l'équipement qui sauvait des vies, aux nuits de service où j'avais reconnu la dépendance, l'anxiété, les troubles alimentaires chez les clients et souhaité savoir comment aider, aux femmes qui avaient postulé à la place de Maggie, portant des blessures invisibles à côté des visibles. Parce que la guérison est une rébellion, ai-je répondu,
contre tous ceux qui ont essayé de nous briser en morceaux. Ma mère m'a vu comme un distributeur automatique. Je choisis de voir les autres comme des êtres humains entiers, méritant d'être réparés. 6 mois plus tard, la place de Maggie a ouvert ses portes avec 8 résidentes, d'anciennes infirmières dont les ex-maris avaient détruit leur crédit, des enseignantes dont les mères avaient vidé leur compte de retraite, des artistes dont les partenaires avaient vendu leur travail et gardé les bénéfices. Chacune portait des histoires de trahison de la part de ceux qui auraient dû les protéger. Nous nous sommes rassemblés pour des dîners en commun où personne ne demandait de contribution qu'elle ne pouvait pas se permettre. Nous avons assisté à des ateliers d'éducation financière où Jennifer Chen enseignait des stratégies de rétablissement. Nous avons célébré de petites victoires comme des demandes d'appartements approuvées et des alertes à la fraude supprimées. Ashley venait tous les mois, étudiant pour le MACAT à notre table commune. Elle avait vendu la maison que Marcus lui avait laissée, vivait dans un studio, et travaillait comme infirmière aux urgences tout en planifiant son avenir. La fille gâtée qui avait dépensé mon sacrifice dans des spas était devenue quelqu'un que je respectais, avec prudence. Papa donnait des cours de soutien gratuits dans notre salle informatique, aidant les résidentes à se préparer pour les examens du GED ou les tests d'entrée à l'université. Sa patience avec les femmes à qui des abuseurs financiers avaient dit qu'elles étaient stupides a fait pleurer plusieurs d'entre elles de gratitude. Il était le père qu'il avait toujours été, juste pour une plus grande famille maintenant. Les transcriptions du procès sont devenues publiques. Une chaîne de télévision locale a fait un reportage de suivi sur l'abus financier au sein des familles. 3 autres victimes de maman se sont manifestées, des membres âgés de l'église qu'elle avait convaincus d'investir dans l'éducation d'Ashley. L'État a ajouté des accusations d'abus de personnes âgées à sa peine. Les ordonnances de non-contact restent permanentes, m'a assuré Patricia Wallen. Même après sa libération, elle ne peut pas vous approcher, ni Ashley, ni aucune victime identifiée. Toute violation signifie un retour immédiat en détention. Une protection par la paperasse. Il faudrait que cela suffise. Un soir, en préparant le dîner pour les résidentes, je me suis surprise à fredonner. Le son m'a surprise. Depuis quand me sentais-je assez légère pour une mélodie? Sarah l'a remarqué aussi, souriant de l'endroit où elle aidait à couper des légumes pour 12. Tu as l'air heureuse, a-t-elle observé. Heureuse. Le mot semblait étranger, mais pas faux. Ma mère était en prison fédérale. Mon crédit se réparait lentement. Mon père me rendait visite librement. Ma sœur évoluait sincèrement. Mes rêves, changeaient mes survivants. L'héritage de ma grand-mère abritait des femmes qui avaient été là où j'étais. Je suis libre, ai-je réalisé. Enfin, vraiment libre. Cette nuit-là, nous avons célébré une résidente obtenant sa première carte de crédit post-fraude. Une limite de $500, garantie par ses propres économies, mais à elle seule. Elle a pleuré en tenant la lettre d'approbation, et nous avons compris. Après l'emprisonnement financier, même les petites libertés semblaient miraculeuses. Plus tard, seul dans mon appartement au-dessus du garage, j'ai ouvert des lettres d'acceptation de 3 programmes de médecine. Pas Northwestern, pas l'Ivy League, mais des écoles solides qui voyaient les étudiants non traditionnels comme des atouts. À 28 ans, j'allais recommencer. Plus âgé, plus sage, portant des cicatrices qui m'aideraient à reconnaître la douleur chez les autres. La photo de grand-mère Maggie était sur mon bureau, son jeune visage rayonnant de possibilités. Elle avait construit la première maison de la liberté après avoir échappé à sa propre famille contrôlante. Maintenant, je continuais son travail, comprenant enfin pourquoi elle avait protégé si farouchement mon héritage. Elle avait su ce qu'était ma mère. Plus important encore, elle avait su ce que je pourrais devenir si on me donnait la chance de construire au lieu de simplement survivre. La clé en laiton qui avait déverrouillé son coffre-fort pendait maintenant à mon trousseau, à côté des clés de la place de Maggie. Chaque fois que j'ouvrais notre porte à une autre femme fuyant l'abus financier, j'honorais la grand-mère qui avait vu cet avenir et l'avait protégée. Mon téléphone a affiché un dernier texto d'Ashley. J'ai eu 518 à mon examen blanc du MACAT. Pas génial, mais ça s'améliore. Merci d'avoir cru que je pouvais être meilleur, même quand je ne le méritais pas. Les gens pouvaient changer. Pas maman, peut-être jamais maman, mais Ashley l'avait fait. Papa avait retrouvé sa voie. J'avais découvert une force au-delà du sacrifice. Même Marcus, selon Ashley, était en thérapie, traitant les schémas d'habilitation de sa famille. Demain apporterait de nouveaux défis, des résidentes luttant pour se rétablir, des candidatures à la faculté de médecine exigeant des essais sur la manière de surmonter l'adversité,
le travail continu de reconstruction du crédit, des relations, et de la foi en la famille, en tant que concept plutôt qu'en personne spécifique. Mais ce soir, dans une maison que ma grand-mère avait cachée pendant des décennies jusqu'à ce que sa petite-fille ait besoin d'un abri, j'étais en sécurité. Entouré de femmes qui comprenaient que parfois, la plus grande trahison venait de ceux qui prétendaient vous aimer le plus. Construisant des vies où l'amour signifiait soutien, pas souffrance, où la famille devenait un choix, pas une obligation, où le sacrifice était un don, pas un vol. La dernière ligne de la lettre de grand-mère était encadrée sur le mur de notre salle commune, le sang vous rend parents. La loyauté vous rend famille. Choisissez sagement, mes chers. Choisissez ceux qui voient votre lumière comme une illumination, pas comme un carburant. 15 femmes vivaient maintenant selon ces mots, moi y compris. Et quelque part dans une prison fédérale, portant de l'orange au lieu de perles d'église, ma mère apprenait que les filles n'étaient pas des possessions à vider, mais des personnes qui pouvaient choisir leur propre définition de la famille. J'ai choisi la liberté. J'ai choisi la guérison. J'ai choisi la famille qui se rassemblait autour de tables communes, partageant repas et espoir. J'ai choisi le père qui s'était battu juridiquement pour revenir. J'ai choisi la sœur qui gagnait lentement ma confiance par ses actions. J'ai choisi la grand-mère dont la prévoyance m'a fourni un abri. Plus important encore, je me suis choisi moi-même valant plus que mon potentiel de gain, précieux au-delà de mon sacrifice, méritant des rêves qui n'appartiennent qu'à moi. Avez-vous déjà dû reconstruire votre vie après une trahison financière familiale? Comment avez-vous trouvé la force de faire à nouveau confiance tout en vous protégeant? Que feriez-vous si vous découvriez que la personne pour laquelle vous aviez tout sacrifié avait orchestré votre chute depuis le début? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire pourrait aider quelqu'un à reconnaître sa propre situation avant qu'il ne soit trop tard. Aimez et abonnez-vous si cette histoire a résonné en vous, et partagez-la avec quiconque a besoin d'entendre que la survie est possible, que la guérison est réelle, et que parfois, la meilleure vengeance est de construire une vie qu'ils ont dit que vous n'auriez jamais. Merci d'avoir écouté mon parcours, du sacrifice à la force. Puissiez-vous trouver votre propre liberté, loin de ceux qui voudraient vider votre lumière. Et puissiez-vous construire quelque chose de beau sur les cendres de ceux qu'ils ont brûlés. D'ici la prochaine fois, souvenez-vous que vous n'êtes pas responsable de combler le vide de quelqu'un d'autre avec votre essence. Vous êtes entière, complète, et méritez des relations qui nourrissent plutôt qu'elles ne consomment. Prenez soin de vous, mes chers. Vous en valez la peine.